Rassac, bonjour. Diane, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Eric, merci d'être là, malgré vos nombreuses occupations tous les deux. Alors, de qui allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous commençons notre entretien avec une question d'ordre national. Quelle est votre opinion sur cette mascarade que fut le grand débat? Écoutez Diane, si vous me posez la question comme ça, en parlant de mascarade, que voulez-vous que je vous réponde? C'est une mascarade, c'est évident. C'est évident que c'est une mascarade. L'occupant de l'Élysée se moque du monde, il fait traîner les choses en longueur parce qu'il ne sait pas quoi faire. Même s'il savait quoi faire, il ne pourrait pas le faire parce qu'il est tenu. C'est une mascarade. C'est vraiment attendre que ces malheureux gilets jaunes se fatiguent, laissent tomber les draps en disant « Ah, on n'y arrive pas, etc. etc. » C'est tout simplement ça. Et est-ce que le côté mascarade tient aussi à quelque chose que nos gouvernements ne peuvent plus éviter, à savoir l'euro et la question migratoire, auxquelles ils ne peuvent plus toucher? Mais bien entendu, mais ce que j'ai répondu inclut ça justement, c'est que les principales revendications des Gilets jaunes, qui ne sont pas complètement idiots quand même, qui font un certain nombre de revendications, arrêt de l'immigration, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que le coût de l'immigration, c'est de l'argent en moins pour les Français, donc eux ont besoin de cet argent. Et tout le reste. Donc leurs revendications sont des revendications de bon sens, de décryptage de la situation qui explique la situation de misère dans laquelle ils sont. Donc ils demandent l'arrêt de ces choses-là. Mais comme vous le dites justement, le pouvoir macronien ne le peut pas parce qu'il est arrivé au pouvoir pour faire certaines choses, dont ces saloperies de l'immigration imposée, et ils n'ont jamais accepté. D'ailleurs, rappelez-vous, quand la question a été soulevée au début du soi-disant débat national, dès le début, les gens de Macron ont dit « ça ne se discute pas ». Donc voilà pour répondre à votre question, Diane, c'est une mascarade. Et si ça ne tenait qu'à ceux qui l'ont créé roi, on va dire, est-ce qu'il aurait plus de marge de manœuvre? Si on met de côté, il n'y a plus d'euros, il n'y a plus de... Alors le problème, c'est que non seulement il a été imposé par un certain nombre de forces que nous connaissons tous, que de plus en plus de Français commencent à découvrir aussi, mais c'est que la formation d'Emmanuel Macron lui-même le pousse dans cette direction. Lui-même, de par ses origines, je ne vais pas vous apprendre tout de même quelles sont ses origines marranes. On l'a mis en évidence dans le numéro, je crois que ça doit être 205, enfin, peu importe, dans un des numéros de la politique. Donc il est d'origine juive par sa grand-mère, maternelle. En plus de ça, rappelez-vous, depuis le début qu'on entend parler de lui, on ne trouve que des accointances juives associées à la banque Rothschild. Quand il est élu, il fait sa fête devant la pyramide du Louvre, donc à chaque fois on trouve l'élément juif et maçonnique associé à Macron. Et tenez-vous après la politique qui est menée. Donc à la fois, il y a sa propre formation qui le pousse à ça, sans compter ceux qui l'ont appuyé, et pour cause. Ils savaient très bien à qui ils avaient affaire. Et donc, sans euros et sans question migratoire, il ne chercherait pas donc à améliorer la situation des Français. Il ne peut pas vouloir. Il ne peut pas vouloir. Je répète et je répète et je répète qu'on ne peut pas comprendre la situation de la France aujourd'hui s'il n'y a pas une volonté de destruction qui vient au moins depuis la Révolution dite française, à part quelques, mais ce sera un petit peu l'objet de ma conférence de tout à l'heure. Que pensez-vous de la manifestation du 16 mars et de la casse des magasins aux Champs-Élysées qui a fait hurler toute la bien-pensance politique? Eh bien, je pense que d'une façon quelque peu caricaturale et violente, évidemment, je pense que pour les casseurs, c'était la volonté de détruire les symboles de la société qu'ils veulent dénoncer. Qu'ils veulent dénoncer pour une raison très simple, c'est que c'est ce type de société qui les détruit, eux. Donc,
Pourquoi était-ce les magasins des Champs-Élysées? Quels sont les propriétaires des magasins des Champs-Élysées? Puis le Fouquet's. Et le Fouquet's. Et le Fouquet's. Le Fouquet's qui a tout de même été un des lieux symboles avec Sarkozy et compagnie. Donc tout ça a tout de même une signification idéologique à laquelle on ne prend pas fait pas attention et qui est tout de même très significative. Même si ce sont des Black Blocs qui ont fait ça. Qui est qui? Bon. Qui est qui? On n'en sait rien. Je suis persuadé que parmi les Black Blocs, il y a de tout. Il y a de tout. Il y a certainement des gens d'origine gilets jaunes qui en ont marre, qui disent oui, ben, oui, on en a marre, on casse. C'est primaire. Je ne sais pas si je devais être un inspirateur des gilets jaunes, c'est pas tout à fait ça que je leur dirais de faire. Je crois que je l'ai assez bien, je pense, résumé dans notre communiqué du 11 décembre dernier. Il n'y a qu'à s'y reporter. Je crois que c'était les choses de bon sens que l'on pouvait dire le plus au clair possible. À propos de bon sens, avez-vous entendu cette interview d'une certaine Sophie Tissier qui est passée sur la télé, qui était très remontée, qui a dit Macron mérite la prison. Moi, je pense à tous ces millions de personnes. Je pense aussi aux femmes enceintes qui ne peuvent pas aller accoucher parce qu'on ferme les maternités. Je pense combien de bébés sont morts là cette année à cause des fermetures de maternités et d'hôpitaux. Arrêtez, bon sang, d'inverser la situation systématiquement. C'est révoltant ce pays, c'est révoltant la situation. Vous êtes en train de passer en boucle des vitrines cassées. Qu'est-ce qu'on en a à faire que le Fouquet's s'est cramé? Franchement, arrêtez avec ça. C'est scandaleux. La façon dont vous traitez cet événement, c'est scandaleux. Moi, je pense à tous les morts, les 15 000 morts par an à cause du chômage et de la précarité. C'est ça la réalité. Moi, vous me donnez envie de chialer. Vous vous rendez compte? Monsieur Macron est un irresponsable, Monsieur Macron est un incompétent, il mérite la prison, il est en train de vendre ADP, il est en train de liquider le pays. C'est ça la réalité, c'est ça la réalité, bon sang, arrêtez de tourner en boucle sur quelques violences. Il n'y a pas eu de mort, les Black Blocs ne s'attaquent pas aux manifestants, ok? Bon. La majorité des Gilets jaunes étaient dans la manif climat, pacifique, engagée pacifique. Donc maintenant, on remet les choses dans l'ordre en place, ok? Il y a une fracture politique qui est réelle. Les gens ne veulent plus de ce système politique. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? On doit changer le système politique. On doit changer la démocratie. C'est ça le cœur du problème. Alors, je ne sais pas quelle est sa formation, mais j'ai trouvé que la façon dont elle s'était exprimée, qu'elle avait défini la situation, était absolument remarquable. En parallèle des Gilets jaunes s'est tenue une marche pour le climat, mouvement instigé par une autiste suédoise du nom de Greta Thunberg. Pouvez-vous nous en dire davantage? C'est une foutaise. Je m'excuse du terme. C'est une façon de détourner l'attention du public au moment des manifestations des Gilets jaunes. C'est pour noyer le poisson. Et puis toujours, le climat, le climat, le climat. Ben, le climat, s'ils veulent le climat, pourrait peut-être remplacer certains voyages en avion des cohortes macroniennes par le TGV. Et puis un certain commerce international. Et puis certains commerces internationaux, certains... Les gros tankers, les ceci, les cela, mais si on veut vraiment s'occuper du climat, il y a moyen de s'en occuper réellement au lieu d'embêter les citoyens. Et puis déjà, y a-t-il vraiment une urgence climatique? C'est la grande question, justement. Est-ce que l'état du climat tel qu'on nous le décrit de façon calamiteuse est réel? Est-ce que ce n'est pas une volonté mondialiste de façon, là encore, à pomper du fric, une fois de plus? Et est-ce que ces modifications du climat que l'on constate, ce n'est pas tout simplement un cycle de plus dans la nature, qui en a connu d'autres, d'où la disparition de certaines espèces? Mais on dirait, mais c'est comme pour tout, que sur le plan religieux, sur le plan climatique, sur différents plans, on dirait que nos concitoyens d'aujourd'hui n'ont aucune connaissance de ce qui s'est passé autrefois. On dirait que le monde pour eux a commencé avec eux. Le nouveau préfet de police de Paris, l'Allemand, se vante d'être une émule de Clémenceau qui n'avait pas hésité à faire feu sur le peuple.
À quoi faisait-il allusion? Alors, justement, ça m'a interpellé. Comme vous savez très bien que Clémenceau, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement, j'avais pris quelques petites notes. Alors, Clémenceau, qui, entre autres choses, disait, rappelez-vous, la Révolution, c'est un bloc. Et pour ça qu'il applaudissait à tous les massacres de la Révolution, c'est un bloc. Bon. Alors, ce qui s'est passé, ça remonte à juin et juillet 1908. C'était à Draveil et à Villeneuve-Saint-Georges. Il y avait eu une révolte des... C'était qui déjà les manifestants? Les carriers, qui étaient en grève. Et ce bon démocrate de Clémenceau, un petit peu comme Macron aujourd'hui, plutôt que d'essayer d'arranger les choses en leur donnant éventuellement satisfaction si leur revendication était justifiée, il envoie les gendarmes qui tirent sur la foule. Alors ça s'est fait vraiment de façon... Là, comme dans mon commentaire, ce sera dans le prochain numéro de la politique, c'est déjà un des exemples de la capacité de provocation de la République. Comment est-ce que cette manifestation a été réprimée? Il y a eu un gendarme qui a tiré en l'air, comme si c'était la troupe qui était attaquée. Et à partir de là, les gendarmes présents ont tiré sur la foule. Rappelez-vous, là encore, je crois que c'est dans notre communiqué du 11 décembre dernier, je disais attention aux provocations. Il ne faudrait pas que la police politique du régime fasse tirer quelques coups de feu sur la force publique de façon à ce que la force publique se trouve dans l'obligation de tirer sur les manifestants. C'est classique. C'est ce qui s'est passé à Maïdan en Ukraine. Hein? Et alors le plus beau, c'est que non seulement ils ont tiré devant les manifestants qui étaient devant eux, désarmés, mais il y en a eu d'autres qui sont passés par derrière les bâtiments, et qui ont flingué les manifestants dans le dos. Voilà qui était Clémenceau, le père de la victoire. Et c'est pour ça, rappelez-vous les mots quelque peu cruels que je dis envers Maurras. Je reproche fondamentalement Maurras, sous prétexte de patriotisme, mal compris, c'était pas du nationalisme, d'avoir fait alliance avec Clémenceau. On était piégés dans cette affaire de la guerre de 14-18 provoquée par les loges, mais on n'était pas obligé de s'allier. Donc au sujet... Avec Clémenceau, qui était bien entendu franc-maçon et qui répondait aux ordres de la maçonnerie, qui voulait déclencher la boucherie pour liquider des centaines de milliers de jeunes Français catholiques. Je me répète, j'ai déjà dit, je le redirai encore de multiples fois, certainement. Donc, quant à la possibilité de tirer sur la foule, les militaires de l'opération Sentinelle appelés en renfort lors des manifestations des Gilets jaunes pourront aller jusqu'à l'ouverture du feu, a déclaré le général Leray. C'est absolument scandaleux. On y vient. C'est absolument scandaleux. Alors je voudrais faire une petite parenthèse à votre question. Quand cette annonce du gouvernement a été connue, ça a tout de même fait provoquer un petit émoi. Et notre délicieuse Marielle Chapa, dont on connaît les origines, tout au moins on devrait les connaître, s'est empressé de dire « Mais comment, c'est pas possible, dire une chose pareille, mais c'est indigne, etc. etc. » Alors, petit rappel, quand le général Leray, hein, c'est ça? Leray. Dit que oui, bien entendu, la troupe pourrait être amenée à tirer. Ah bon? Ah bon? Et que s'est-il passé en 2015 quand il y a eu l'attaque du Bataclan? Il y avait une force sentinelle qui était à proximité.
qui était prête à intervenir et qui a demandé, avant d'intervenir, les ordres de la hiérarchie. Qui leur a dit non, non, vous ne bougez pas. Alors pourquoi ce qui n'était pas bon de faire contre les attaquants du Bataclan serait-il bon de faire aujourd'hui contre le peuple de France qui manifeste? Dans un cas, c'est protéger les Français, dans l'autre, c'est... Beaucoup l'ont fait remarquer, on fait intervenir l'armée contre des ennemis. Si on dit de ne pas tirer sur des terroristes, c'est que ce ne sont pas des ennemis. Mais voilà, donc dans le cas du Bataclan, c'était en principe des ennemis de la France. Sans compter tout ce qu'il y a derrière comme provocation de l'État. Vous savez très bien quelle est ma thèse là-dessus. Donc ça ne dérangeait pas le haut commandement de l'armée. Il y avait quoi? Il y avait déjà le général Legret. Et il y avait en tout cas déjà le général de Villiers. Pierre de Villiers. Comment? Un coup, il ne faut pas tirer, et un coup, il faut tirer. Un petit problème là. C'est que les gilets jaunes sont des ennemis. Donc les gilets jaunes sont les ennemis de la République. C'est ça que ça veut dire. Et l'armée est aux ordres de la République, pas de la France. Donc la République est l'ennemi de la France, mais elle n'est pas la France. Ouais, voilà. CQFD, comme on disait autrefois dans les bonnes écoles, ce qu'il fallait démontrer. La bataille de Verdun a été retirée des programmes scolaires. Selon vous, pourquoi est-ce particulièrement cette bataille qui doit être supprimée de la mémoire des Français? Mais pourquoi vous me posez cette question? Vous le savez très bien. Ça permet d'évacuer le maréchal Pétain, vainqueur de Verdun, et tout de même co-victorieux de la guerre de 14-18. Bah, c'est aussi 800 000 morts qui passent à la trappe. Oui, 800 000 morts, et par la même occasion, les responsables de cette volonté de faire les 800 000 morts. Ben, c'est pas venu par hasard, cette guerre. Tout bénef, cette suppression. Non, mais Non, mais... Comment est-ce que certains ne comprennent pas encore comment ils sont manipulés sur tous les sujets? C'est pas croyable. Des évidences sont là, il faut vraiment ne pas vouloir voir et entendre, parce que ça ne les touche pas, donc ils ne pensent qu'à leurs petits intérêts matériels du moment, ne souffrent pas encore suffisamment. Pour l'instant, ce sont les autres à côté d'eux qui souffrent. Et ça, ils sont contre-fiches. Le ministre de l'Éducation nationale, Blanquer, a démissionné Farida Belgoul de l'Éducation nationale. En connaissez-vous la raison? Ah oui, tout à fait, c'est très simple. C'est que Farida Belgoul, déjà depuis plusieurs années, se dresse contre l'enseignement de la théorie du gender, et en pleine offensive du gender à l'école aujourd'hui, et de l'éducation sexuelle, il faut faire taire les personnes qui dérangent. Voilà, nous sommes en dictature. Voyez, bonnes gens, si vous n'avez pas encore compris, ben, il serait temps de comprendre. Surtout, récemment, il y a une étude scientifique extrêmement bien menée qui a dit que le genre, ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire émanation extérieure sociale de ce qui est à l'origine de la pression sociale, ou plutôt politique, tient plus à un comportement interne à la physiologie de celui qui est donc le sexe masculin ou le sexe féminin. C'est pas d'abord une construction sociale. Oui, donc cette étude là vient de paraître, mais vraiment à bas et de manière vraiment très scientifique, la théorie du genre. À la limite, mais tout est scientifique dans cette affaire. Comment peut-on dire qu'un tel qui a un zizi n'est éventuellement pas un homme, mais peut-être une femme, ou qu'une femme qui a un vagin n'est peut-être pas une femme, mais peut-être un homme dont on ne voit pas le zizi? Non mais il faut être sérieux. Je m'excuse d'être un peu cru, mais enfin, si les gens ne veulent pas comprendre, il faut tout de même mettre les points sur les i. Et surtout, l'étude, en fait, le cœur de l'étude, c'est une démonstration, non pas sociale, mais biologique, la production de certaines substances mais bien entendu, dès la naissance. Mais bien entendu. Chez la femme, provoque après ça des manifestations extérieures, même dans les comportements. Éric, vous le savez très bien, le propre de ceux qui nous gouvernent, et ça depuis des centaines d'années maintenant. Et qui disait on ne naît pas femme mais on le devient. Oui, ben oui. Beauvoir. Oui, bien sûr. C'est toujours cette même clique. Ces gens-là ne tiennent
aucun compte de la réalité physiologique. Entre autres, la réalité de la nature. Ce sont des constructeurs de systèmes et d'idéologies. Toute la Révolution française est basée là-dessus. Rappelez-vous le mot de Sieyès, le conventionnel Sieyès, abbé défroqué, qui disait « du passé faisons table rase ». Donc la réalité de l'expérience de l'histoire, la connaissance de la nature, ça ne compte pas pour eux. Ils sont dans la fabrication d'utopies. Et voilà le résultat de la société. Y a-t-il d'autres exemples dans le passé de sociétés qui mélangeaient comme ça les genres ? Je ne sais pas si Sodome et Gomorrhe étaient déjà comme ça. Je pense que le vice a toujours existé, mais ce qu'il y a de nouveau à notre époque, c'est la justification pseudo-scientifique du vice. C'est ça la grande différence. Ouais, on lit dans l'histoire grecque donc une île où les femmes avaient vraiment pris le pouvoir et l'ascendant sur les hommes, a été entièrement rasée, soit par Athènes, soit par Sparte, je ne sais plus. C'est des souvenirs un petit peu... Oui, mais les femmes ne se disaient pas être hommes. Oui, exactement, ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais exactement dire. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Non, il y a eu quelque chose de nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils se cherchent une justification pseudo-scientifique à leur hérésie, à leur erreur. À leur mal-être, en fait, c'est un... À leur mal-être, exactement. C'est un mal-être. Et en cela, c'est très révélateur. En fait, ce sont des malades. Et ils voudraient que tout le monde devienne malade comme eux pour se sentir un peu plus à l'aise. Que pensez-vous du nouveau porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui avait déclaré en 2007 « J'assume parfaitement de mentir pour protéger le président ». En 2017. Alors effectivement, son prénom donne un très bon perçu de sa personnalité. Parce que, bon, ce qu'elle dit est très juste. Mais le dire de la part d'un représentant du gouvernement, permettez-moi de vous dire, c'est une bêtise absolue. Ça, on le sait, qu'il ne fonctionne que par le mensonge. Puis la Révolution française, au moins, la façon de gouverner, c'est par le mensonge. Et vous verrez, quand mon bouquin sur De Gaulle sortira très prochainement maintenant, tout le personnage de De Gaulle s'explique par le mensonge. On transforme les déroutes, les désertions, les fuites, etc. en victoire, et c'est comme ça qu'on construit le personnage. Donc tout dans cette République qui nous gouverne, je répète encore, à part quelques intermèdes de l'histoire, depuis la Révolution dite française, tout repose sur le mensonge. D'où le mal-être. Alors, la question suivante est bien... D'où le mal-être et d'où la destruction de la société. Écoutez la question suivante. La destruction de la société, des corps et du non-respect des victimes, celle de l'attentat de Nice. Il y a eu une victime de l'attentat de Nice qui a été enterrée sans ses organes. Y a-t-il un quelconque lien avec un trafic d'organes ? Alors, il y a deux choses à voir là-dedans. De par une loi, je ne me rappelle plus de quand elle date, c'était relativement récent. Si la personne ne déclare pas dans son testament qu'elle ne veut pas que ses organes soient utilisés au moment de sa mort, en principe, il n'y a pas d'utilisation. Non, si elle ne déclare pas, alors il y a utilisation. Il faut qu'elle déclare... Voilà, qu'elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas. Qu'elle ne veut pas. Si elle ne dit rien, ses organes peuvent être prélevés. Mais l'intérêt de la question, de votre question, c'est qu'on sait très bien que depuis au moins la guerre du Kosovo, certains ont utilisé soit des prisonniers, soit des morts récents pour leur prélever leurs organes, qui filaient où ? Je l'ai dit déjà à de nombreuses reprises, dans des cliniques spécialisées en Israël pour de riches amateurs et nécessiteux de ces greffes. Donc voilà. Donc, en soi, et bon, je sais, notamment quand j'étais chef de clinique à Genève, j'ai parfaitement connu ça,
quand on avait des accidentés de la route qui arrivaient en coma absolument dépassés, ça c'était sûr et certain, je savais très bien que les départements de greffe d'organes venaient chercher les corps pour prélever les organes. Mais alors, est-ce que cette viande est cachère? Diane, vous allez finir à la 17e chambre, ma chère. Bravo. Non, mais ça... La République en marche... J'ai du solide en face de moi. À nos mal-être, nous, ça nous arrive pas aujourd'hui, c'est clair. La République en marche a promis au lobby LGBT de faire passer le texte de loi sur la PMA au mois de juillet. Un commentaire? Oh que oui. Ben, c'est une démonstration de plus à quel point ceux qui nous gouvernent sont de bons démocrates. Donc ils font passer ça en catimini quand les gens sont en vacances. Voilà, c'est comme ça qu'on est gouverné. Quand je vous disais que tout se passe par le mensonge, Ceux qui votent populistes, il ne faut pas tenir compte de leur voix. C'est ce qu'a déclaré récemment le philosophe BHL. Mais il a raison cet homme. Il a raison. Ah ben bien entendu qu'il a raison. Mais rappelez-vous, comment est-ce que on a fait quand les Français avaient eu un éclair de lucidité en refusant la Constitution européenne? Mais qu'à cela ne tienne, notre valeureux Nicolas Sarkozy, qui est venu après ce malheureux Chirac qui avait été bien imprudent quand même, en proposant aux Français par référendum de décider, il a fait passer ça sous un autre nom, le traité de Lisbonne, et passé muscade. Donc voilà, Bernard-Henri Lévy, notre grand philosophe national. On sera ensemble à la 17e chambre, rassurez-vous. Je commence à avoir mes entrées. Ils ont raison, ces gens-là. Quand la démocratie ne donne pas le résultat que eux attendent, eh bien, on fait revoter ou on empêche le vote de certaines catégories de Français ou d'autres nations. On va passer à un autre immense penseur, à savoir Raphaël Glucksmann. Il a été désigné pour être candidat d'une liste d'union de la gauche aux européennes. Avez-vous un commentaire? Eh bien, c'est la nostalgie de mai 68, puisque son papa, André, a été avec... comme c'est curieux, avec Krivine, avec Cohn-Bendit, avec... je ne sais plus qui encore. Geismar. Ah, mais c'est curieux, ils appartenaient à quelle communauté? Congolaise. Ah, mais c'est curieux, oui, congolaise, oui, congolaise. Je ne sais pas, non. Vous m'expliquerez en aparté, Eric. Mais voilà qui nous gouverne. Mais alors, ceci dit, tout de même, rassurez-vous, c'est que même les socialistes d'aujourd'hui n'en veulent pas. Parce que sa liste fait flop. Alors, autre liste, celle de Renaud Camus, qui a annoncé présenter une liste aux élections européennes baptisée la ligne claire. Celle qui conduit du ferme constat du grand... la ligne claire serait donc celle qui conduit du ferme constat du grand remplacement à la nécessité absolue de la remigration. Voilà son programme. Bon, alors ce que j'en pense, je dirais qu'il faudrait que sa ligne à lui soit un peu plus claire, parce qu'il est passé de tout à tout. On en parlait tout à l'heure, je vous laisse la parole, Eric. Oui, donc dans les années 2000, pour faire ça très schématiquement, il a dit quelques petites choses contre les Juifs qui l'ont marginalisé. C'est impardonnable. Et à partir de 2010, il s'est plutôt spécialisé dans la critique de l'islam, ce qui était évidemment beaucoup plus facile. Ah oui, c'est davantage caché. Et il a nettement arrêté de dire des choses contre les Juifs, ce qui a aussi arrangé son matricule. Et là, tout dernièrement, je ne sais plus qui lui a fait un procès... Donc pour antisémitisme, donc Renaud Camus a gagné le procès et il s'est lavé platement comme une crêpe devant toute la communauté réunie pour dire que non, il n'avait jamais été antisémite. Je cite, c'était qu'une légende urbaine. Donc il s'est vraiment nettoyé de chez nettoyé, tout l'acide. C'est cet individu qui fait une liste pour nous donner une leçon sur ce qu'il faut faire. Voilà.
Je ne sais pas s'il est bien en cours maintenant, mais ça s'améliore quand même nettement pour lui. Ah, mais je suis heureux pour lui. Renaud Camus, dont les écrits auraient inspiré un certain Brenton Tarrant, qui a fait son... Alors, je ne sais pas exactement, mais ces gens-là, en fait, ce sont des inconsistants. Ils ne savent exister que par des reptations. Et alors, rappelez-vous tout de même ma conférence du mois de décembre sur la stratégie sioniste et la zémorisation de la France. Qu'est-ce que l'on constate de plus en plus aujourd'hui dans nos milieux? C'est un aplaventrisme devant le sionisme. Et quand je vois les attaques dont je suis l'objet ces derniers jours, ou ces dernières heures même, de la part des trolls qui tournent autour de Conversano, Livernet et compagnie, et j'en passe. Ben c'est ça. Ils sont sionistes, d'où leur réflexe de rejet de ce que je dis sur certains sujets. Écoutez, alors certains m'ont reproché encore tout dernièrement de dire que Rissen est sioniste. Mais le problème, c'est que ces gens-là parlent sans savoir. Ils ne connaissent pas les déclarations de Rissen à propos de Zemmour, applaudissant Zemmour. Or, Zemmour, qu'est-ce qu'il a dit, entre autres choses, dans son livre, c'était quoi déjà, Un destin français. Qu'est-ce qu'il a dit, entre autres choses? Qu'il souhaitait que la France soit Israël et Israël la France. Ah bon? Et puis, il a évoqué Saint-Louis, qui a tout de même mis à la porte les Juifs à l'époque. Il les a expulsés. Il parle de Saint-Louis en disant le roi juif. Et voilà, c'est crétin, c'est troll. Parle de choses qu'ils ne connaissent pas. Et vous savez très bien qu'il est mon optique depuis que j'ai repris le flambeau en 2001. Je dis et je redis qu'il faut nettoyer nos écuries d'Augias. Et ces gens qui m'attaquent aujourd'hui par des injures, mais absolument invraisemblables, parce qu'ils ne peuvent pas répondre autrement, ils font partie de ces écuries d'Augias. Ils sont dans les écuries. C'est-à-dire que pour eux, Rissen ayant écrit toute une panoplie contre... Mais bien sûr, ils ne comprennent pas que Rissen apparemment... Rissen n'a pas répondu à la lettre tout de même très sévère que Jérôme Bourbon de Rivarol lui avait écrit. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu non plus à mes accusations. Il fait semblant de rien, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et Rissen a dit que, je crois, que Zemmour faisait partie de notre camp, puisqu'il... C'était un bon juif, en quelque sorte. Comme il y a eu des bons juifs à chaque époque. Alors, Rissen s'est défendu en disant que la réflexion qu'il avait faite, c'était à l'attention de la communauté arabe. Ah oui, ça c'était... arabe, musulmane. Je regrette beaucoup, mais arabe ou pas arabe, ces compliments à Zemmour, ce sont des compliments à Zemmour, point. La France, c'est Israël ou c'est pas Israël? On accepte qu'elle le soit ou on n'accepte pas qu'elle le soit? C'est ça le problème, en résumé. Donc, c'est troll. Au lieu de dire des bêtises, il ferait mieux de s'informer sérieusement s'ils sont honnêtes. Ouais. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de la lettre que l'abbé Renaud de Sainte-Marie de la Fraternité Saint-Pédis avait écrite, non, un article qu'il avait écrit sur le livre de Zemmour, en disant que Zemmour se moquait quand même du monde. Oui, je sais, on en a parlé, je crois, dans le dernier entretien, non? Et en tout cas, ça avait donné lieu à un article dans La Politique. Oui, alors, exact. J'ai la réponse de Zemmour. Ah bon? Il a écrit à cet abbé, finalement, ce qui vous gêne chez moi, c'est ma judéité. Alors je ne connais pas encore la réponse. Mais c'est un raccourci, il biaise, il botte en touche. Ce qu'on lui reproche, bon, accessoirement sa judéité, mais ce qu'on lui reproche, c'est ce qu'il dit. Or, ce qu'il dit dépend justement de sa judéité. Et la boucle est bouclée. Mais la réponse de l'abbé en question, bon, elle était bien gentille. Enfin, elle était effectivement bien gentille. Pas méchante du tout.
Bah, à partir du moment- Il ménageait la chair et le poisson. À partir du moment où Zemmour avait été invité par la librairie France Livre, il pouvait difficilement faire une lettre trop incisive. La librairie France Livre, Notre-Dame, mon cher, Notre-Dame, Ouais. qui est la librairie de la Fraternité Saint-Pédis. Monseigneur le Sœur doit faire des sauts de cabri dans sa tombe. Balle tragique au Front National. Le livre de Sophie Montel dénonce les coulisses malsaines du Front National. Souhaitez-vous faire un commentaire? Oui, pourquoi pas. Bon, elle s'aperçoit maintenant une chose que j'avais déjà perçue depuis 1993, quand j'ai claqué la porte du Front National. Et qui a servi d'ailleurs à mon livre qui s'appelle Histoire d'une trahison. Donc elle n'a rien inventé. Simplement, je crois que j'ai vu les choses un peu plus vite qu'elle. Bon, ceci dit, il faut tout de même rappeler qu'elle appartient à la mouvance de la Nouvelle Droite. Ce qui ne change rien d'ailleurs à sa critique de la sphère lepéniste, mariniste, etc. De toute façon, entre le père, la fille, la petite fille, etc., ils sont tous sionistes interchangeables. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en parle tellement dans les médias. En tout cas, et Marine et Marion, ils ont les hommages de la presse. Ouais. Oui, j'ai remarqué ça. Ah, ben c'est flagrant. Le Point. Le Point, l'Express, tous les grands magazines, les journaux, etc. Je voyais d'ailleurs, c'était sur un message que j'ai reçu sur mon portable tout à l'heure. Je crois que c'était Le Point. Il y avait en premier comme information Zemmour et sa déclaration et Marion et sa déclaration. Donc voilà, c'est ça. Quand je vous disais que la prochaine, selon ce que vaticinait Attali, que le prochain président de la République pourrait être une femme, la petite Marion tient la corde. Vous voyez l'alliance Marion, Attali, Zemmour, Risson. Non mais, écoutez, il vaut mieux en rire. Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais voilà. En fait, j'adore ceux qui m'attaquent et qui m'insultent. Parce que je me fais un plaisir, chirurgicalement, de mettre les gens à poil. Je découpe leurs petits vêtements et je les mets à poil. Ils n'aiment pas ça, ils ont froid. Je regrette beaucoup, mais il ferait bien de faire attention à ce qu'ils disent. Avez-vous écouté l'entretien entre Yvan Benedetti et Henri Delesquin dans une émission dédiée aux Gilets jaunes? Oui, hélas. Assez Hélas, assez c'est rasoir, Oui. c'est rasoir. Ils enfoncent des portes ouvertes, il n'y a rien. Il n'y a aucune doctrine. Alors, le personnage de Benedetti m'a toujours interpellé. Je le connais directement et indirectement depuis des lustres. Il est le poulain de ce malheureux Pierre Sidos. Et alors, ce qui m'interpelle avec Benedetti, c'est qu'il se proclame nationaliste. Ah, oui, pourquoi pas? C'est une bonne idée. En soi, oui, l'idée est intéressante. Oui, mais l'est-il? Parce que quand on voit un Benedetti s'acoquiner avec un Henri Delesquin qui se dit libéral, qui de par ses multiples déclarations est crypto-maçon, est-ce que ça correspond à ce qu'est réellement le nationalisme français? Donc voilà, Benedetti, comme Abauzit, comme la petite Vota, comme tant d'autres, ils s'agglutinent entre eux pour qu'on parle d'eux. Mais il n'y a rien. C'est un vide sidéral. Donc, c'est Voilà pour répondre à votre question. Prochaine question. Oui. Henri Delesquin, puis Virginie Vota et Adrien Abauzit ont critiqué la doctrine de Charles Maurras, qui selon eux ne doit pas être une référence pour les nationalistes. Quel est votre point de vue? Ben voilà, je crois que j'ai déjà plus ou moins répondu à l'avance. Voilà, c'est ça qui les dérange. C'est l'analyse de Maurras, le bon Maurras, justement, qui a fait une excellente critique de la démocratie, qui, de par tous ses écrits, à part son incident du compromis nationaliste avec Clemenceau, tout ce qu'il a écrit est absolument, ce sont des munitions pour tout nationaliste réel.
Ben voilà ce qui dérange les Abbosites, les Benedetti, les Lesquin. C'est la critique de Maurras, c'est l'antisémitisme de Maurras qui les dérange. Et regardez le petit jeu fourbe de Lesquin, faisant semblant d'être antisémite et de façon vraiment caricaturale, d'où ces insultes sur les rescapés des camps de la mort, bien gros, etc., dont Simone Veil. Vous vous rappelez ce qui lui a valu d'ailleurs un procès de la part de certaines structures communautaires. Mais dans l'autre côté, l'autre face de ce bon monsieur Henri de Lesquin, Duplessis, Cassot, il est sioniste, il applaudit Israël. Cherchez la différence, cherchez la contradiction. Il a quand même fait une vidéo de stage de citoyenneté au Mémorial à Paris qui vaut quand même le détour. Hein. Expliquez-moi ça, enfin expliquez-nous ça. Ah non, je renvoie, sinon cet entretien va s'étendre indéfiniment. C'est pas mal, surtout à la fin, où le témoin de moralité qui parle de citoyenneté était Yves Ternon, porteur de valise du FLN pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, je recommande quand même cette vidéo qui ne manque pas de ça. Écoutez, cher ami, vous savez très bien, j'ai d'autres chats à fouetter, j'ai d'autres travaux à faire, plutôt que de me faire cire les idioties, ou je ne vais pas dire d'autres mots, de ce genre d'individus. Il me semble que le grand catholique Adrien Abosi condamnait Maurras parce que Maurras avait été justement condamné par l'Église pour certains de ses écrits. Alors là, il a la vue courte, parce qu'il faudrait peut-être savoir pourquoi l'Église a condamné Maurras. Et c'était qui? C'était Pie XI. C'était Pie XI, qui a eu un rôle mais détestable à l'occasion de la dernière guerre mondiale. Or, si je ne me trompe, Abosite est plutôt de tendance sédé-vacantiste. Ouais. Donc plus pur que pur, bien sûr. Bon. Alors pourquoi se base-t-il sur l'Église avec un Pie XI pour justifier sa thèse contre Maurras? Il y a une contradiction. Il y a une contradiction là. Pas sur Pie XII qui serait plus proche de sédé-vacantistes, Pie XII qui a réhabilité l'Action française. Oui, exactement. Non mais ces gens sont inconsistants. Les Peut-être que Pie Abosites... XII n'était pas pape. Hein? C'est quoi la Peut-être que Pie XII n'était pas pape. C'est possible, hein. Non mais on en revient toujours à la même constatation. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps avec ce genre d'individus. Les Abosites, les Lesquin, les Benedetti, les Livernet, les ceci, les Conversano sont des inconsistants. Ils font beaucoup de bruit, ça impressionne. Quand je pense tous les ténors, entre guillemets, de ce que l'on peut appeler la droite dite nationale, sont passés sur son canapé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait exactement, après la séance de projection, connaissant certaines tendances de Conversano. Mais tous y sont passés. De Le Pen à Lesquin, tous. Je suis le seul réfractaire. Eh bien oui, j'ai pas été inspiré par les fesses de M. Conversano. Alors, pour ceux qui ne seraient pas au courant, on doit remonter un an environ. J'avais répondu calmement, comme je le fais toujours, aux individus qui m'attaquent. Et M. Conversano n'a pas apprécié. Il m'a montré ses fesses sur une vidéo. Vous êtes témoin, Diane. Que voulez-vous faire avec des individus pareils? Et ensuite, je vais me faire insulter par les trolls qui suivent ce genre d'individus. Non, mais continuez, mes enfants, c'est ce que je viens de leur écrire ce matin. Continuez, vous me servez. Vous démontrez par vos insultes que vous êtes incapable de répondre à mes analyses. Continuez, bravo. C'est pas parce que je suis maso, non. C'est parce que vraiment, vous me rendez service. Continuez. Alors, le 6e colloque de l'Iliade a eu lieu samedi dernier. À cette occasion, pouvez-vous revenir sur ce que l'on nomme la nouvelle droite? Alors, la nouvelle droite, oui, je peux en parler, effectivement, puisque j'ai écrit un livre spécifique à son sujet, qui s'appelle Enquête sur la nouvelle droite et ses compagnons de route. Donc, on peut y trouver toutes les divagations de cette nouvelle droite, avec leur pape,
Alain Benoît, qui est d'une haine, mais absolument invraisemblable, maladive, d'ailleurs à se poser des questions sur ses véritables origines. D'une haine envers qui? Envers le catholicisme. Envers le catholicisme. C'est invraisemblable, et tout ça se trouve dans un certain nombre de numéros de sa revue Éléments, que j'ai cité dans le livre, donc tous ceux qui veulent se documenter là-dessus peuvent se documenter dans le livre. Et donc il y a cet élément-là sur la Nouvelle Droite. Alors, la Nouvelle Droite, pour brosser un tableau général, donc ils sont anticatholiques, parce que athées, ils sont pro-européistes, donc antinationaux, antinationalistes. Donc, et c'est ce que j'ai appelé, d'ailleurs, à chaque fois que j'en parle, je dis, ce sont des compagnons de route des mondialistes. Je suppose d'ailleurs qu'un certain nombre de personnes de bonne foi à l'intérieur de cette mouvance s'en rendent pas compte, mais ils se laissent porter par les divagations intellectualoïdes d'Alain Benoît et compagnie. Donc, plus c'est confus, plus c'est abscon, comme on dit, plus ça impressionne les gens qui n'ont pas beaucoup de culture. Ce qui est vrai est clair. Point. Donc voilà, pour répondre à votre question. Alors, je sais par les contacts que j'ai eus, c'était le même qui me l'a expliqué au téléphone, que notre brave Delphine, et dévouée Delphine, a voulu commander un de mes livres par le biais de la nouvelle librairie. Elle est allée une fois, elle m'a donné le titre, oui. Puis les semaines ont passé, pas de nouvelles, elle est retournée, elle dit, ben voilà, j'attends toujours mon livre. Ah oui, mais on va prendre contact avec, on vous rappelle. Puis les semaines ont passé, toujours pas de nouvelles, etc. Elle leur a donné nos coordonnées, et bien entendu, nous n'avons jamais reçu la moindre commande de la librairie nouvelle, ou la nouvelle librairie. Tout est nouveau. Et commentaire de notre douce Delphine, ils se foutent de moi, ce sont des menteurs. Donc ils n'ont même pas le courage de lui dire en face, madame, on ne veut pas travailler avec monsieur Ploncart-Dassac. Point. Ils sont des plus honnêtes. Non, ils font semblant. Mais ça décrit aussi la lâcheté de ces milieux, de nos milieux. Moi, quand je dis quelque chose, je le dis carrément. C'est un peu ce qui est arrivé à Vincent, l'ancien libraire de Factor. Hein. Rien n'a été Il y a eu un certain nombre de cocus dans l'histoire. Rien n'a été dit clairement, mais à la fin, Alain Soral et Vincent Poussard se sont fait gicler. Quoi. Tout à fait, on a profité d'eux le temps qu'on pouvait en profiter, puis après, dégage. D'ailleurs, elle avait aussi fait un témoignage quant à TV Liberté, où elle avait suggéré Delphine. Ah oui, tout à fait, très intéressant. Ben, vous voulez raconter ça non, mais j'étais justement en train de retrouver son témoignage. Mais de mémoire, on lui a répondu. Oui, alors oui, je vais le dire de mémoire, d'après ce que Delphine elle-même me l'a dit. Donc, elle prend contact avec TV Liberté, et là au téléphone, une des responsables. Elle propose d'inviter, elle va dire voilà, si je vous propose telle ou telle personne pour être interviewée à TV Liberté, y verrez-vous un inconvénient? Oh non, certainement pas, répond la personne. Et la personne lui dit à qui pensez-vous, entre autres? Et notre amie Delphine dit bon, je pense par exemple à M. Ploncart-Dassac. Et là, silence. Ah. Et la personne finit par dire écoutez. Ah oui, je le connais, mais là, en revanche, ça va être difficile de recevoir Monsieur Ploncart. Vous savez, mademoiselle, il y a des épées de Damoclès au-dessus de nos têtes. C'est très, très, très révélateur. Ouais. Est-ce que vous comprenez l'utilité de ma stratégie de coup de sonde, coup de bistouri? Et là, Delphine a parfaitement joué le jeu. Elle a joué le rôle de la sonde. Vous voyez la sonde. On a vu ce qu'on est sorti. Donc il est évident qu'il y a des non-dits dans nos milieux. Pourquoi? Parce que sinon ils se feraient interdire. Bon, déjà qu'ils sont un peu sur le fil rouge. Alors à quoi servent-ils alors? Je sais
À quoi servent-ils? C'est pas pour expliquer à leurs auditeurs quels sont les dangers qui guettent notre pays. À quoi servent-ils? Alors c'est comme je le dis, pour les différentes structures, Escada et compagnie, c'est simplement un truc pour rafler de l'argent de leurs clients. Mais ça devient de plus en plus visible au fur et à mesure du temps. Les entretiens d'actualité font maintenant régulièrement 50 000 vues. Certaines conférences vont à 100 000, certaines ont même dépassé 200 000. 200 000 totalement. Oui, tout à fait. Et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente. Et il y a ça toujours toute la... en ayant tout le monde contre moi. Ouais. Excusez-moi, je me permets de revenir rapidement sur le colloque de l'Iliade où, durant cette journée, le thème était finalement d'essayer de définir ce qu'était l'Europe. Mais la conclusion finalement n'a pas abouti, comme s'il y avait des difficultés à définir ce qu'est réellement l'Europe. Et se basant là-dessus, comment est-ce qu'on peut... Alors il l'entendait sous quel angle? Qu'est-ce que l'Europe communautaire ou est-ce que l'Europe selon la construction qui s'est faite des nations chrétiennes d'Europe? Ah non, le terme, alors c'est simple, il y avait deux grands absents de cette journée, c'était tout ce qui touchait au christianisme, et puis la désignation de l'ennemi qui s'attaquait à cette Europe, à savoir la communauté et la Et vous savez très bien quel est mon critère total et absolu quand j'entends telle ou telle déclaration. Est-ce qu'il remonte à la cause ou non? Non, mais là justement... Tant qu'on ne remonte pas à la cause, c'est qu'il y a quelque chose de caché derrière. Mais bon, en tout cas, ce qui ressortait, c'était une difficulté finalement à définir ce qu'était l'Europe. Et s'ils ne veulent pas remonter à ce qu'est réellement l'Europe, telle qu'elle a été construite au cours des siècles par la civilisation chrétienne, ils ne peuvent pas la définir. Ils s'arrêtent à l'hellénisme, on dirait, finalement. Oui, ils peuvent pas, ils sont impuissants, donc ils tournent autour du pot. Oui, j'y ai pas été cette année, j'y étais l'année précédente. Il m'a semblé que c'était surtout basé sur la culture helléno-romaine, surtout hellénique, et la défense ethnique de l'Europe. Ça, c'est vraiment les deux points sur lesquels l'Institut ne transige pas du tout. Voilà. Oui, ça peut se descendre. Ça peut se descendre, mais... Mais l'aspect chrétien est totalement absent. Et justement, ils ne peuvent pas. Alors là encore, on retombe dans le racialisme de certains nombres de nos milieux, qui ne veulent pas tenir compte du rôle de la chrétienté dans la construction de l'Europe et notamment de la construction française. Ça les dérange parce qu'ils sont athées, tout simplement, et on retombe dans la nouvelle droite. Parce que l'Iliade, je regrette beaucoup, c'est des vitrines de la nouvelle droite. Ils sont racialistes, européistes, antinationaux, et ce qui attire certains, justement, c'est leur aspect blanc, soi-disant tel, racialiste. Mais c'est un peu court. C'est pas suffisant. Et c'est quelque chose qui frappe quand on traverse tous nos milieux, c'est la division du combat. Certains partent avec la question ethnique, d'autres la question de la souveraineté, d'autres avec simplement la question religieuse, d'autres avec la question nationale. Et on a l'impression que jamais tous ces thèmes qui devraient être tous ensemble ne se rejoignent en fait. Ce qui permet quand même à chacun de transiger sur un certain nombre de dossiers dont ils ne font pas leurs chevaux de bataille, et finalement d'avoir une certaine place au chaud, une certaine tranquillité, et d'éviter de se retrouver constamment devant la 17e chambre. Très juste. Finalement, vous êtes un peu le seul à faire le lien de tous ces aspects. Justement, c'est l'un de mes grands défauts, c'est que j'essaye toujours... En fait, ils ont des positions compartimentées, qui rejoignent votre observation. Mais ils sont incapables de voir la globalité du problème. C'est ce que j'essaye de faire, moi. Et c'est pour ça que je dérange, d'ailleurs. Et je remonte aux causes. Ça, je dérange encore plus. En quoi l'helléno-romanisme d'origine est incompatible avec le christianisme et avec, pas du tout, au contraire. Avec la défense de la souveraineté, pas notamment de la souveraineté politique et monétaire. En quoi c'est incompatible j'arrive pas à vous voir. Glissons là-dessus. Où en est votre querelle avec la bienveillante Marion Sigaud?
Apparemment, point mort, puisque j'ai fait une réponse que vous connaissez tous, qui était dans un des éditoriaux, qui était l'éditorial du dernier numéro de la Politique, donc le numéro de... Mars. Avril, non. Non, avril. Et que l'on a publié sur notre site, intégralement, et sur Facebook. Pas de réponse. Je pense que contrairement à d'autres, il a eu l'intelligence de ne pas vouloir poursuivre une querelle complètement, je regrette, beaucoup stupide. Et que par la même occasion, je souhaiterais tout de même qu'elle revoie un petit peu sa position sur les origines réelles de la Révolution dite française. Puisqu'elle plaide apparemment que pour elle, la Révolution dite française est franco-française et qu'il n'y a pas eu d'influence étrangère, notamment anglaise, maçonnique et juive. Tiens, mes idées politiques de Maurras viennent d'être rééditées chez Contre-Culture. C'était depuis longtemps introuvable. C'est incroyable. Contre-Culture, il y a incontestablement des aspects positifs, et je l'ai dit de nombreuses reprises, notamment au travers de réédition de livres utiles. Mais à côté de ça, on a parlé combien de fois, ne serait-ce que tous les trois, une ligne directrice, Soral, c'est tout n'importe quoi. Il est collé avec un Christian Boucher, sataniste, adepte de l'Ordo Templi Orientis, mais on se dit, mais il est où ce gars-là? Et à côté de ça, il publie des livres vraiment très utiles pour le combat. Je comprends pas. Pouvez-vous revenir sur vos derniers échanges avec le provocateur et CD-vacantiste Johan Livernet? Oui, alors là, j'aimerais bien qu'on m'explique aussi, parce que j'avoue que j'ai rien compris. Donc, en résumé, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je reçois, il y a 10 jours environ, ça a dû commencer il y a une dizaine de jours, un premier message m'accusant que j'appelle au téléphone sa compagne. Ce que je n'ai jamais fait. Par contre, 2 ou 3 jours avant, ce message, signé Livernet, c'est sa compagne qui m'a appelé un jour, un matin, milieu de matinée à peu près, me disant « Je ne veux plus que vous parliez de moi ». Je lui ai dit, écoutez, je suis surpris. Je n'ai pas parlé de vous depuis au moins un an et demi. Et de toute façon, c'était tout à fait incidemment pour dénoncer la position du CD-vacantiste Livernet, qui donne des leçons de morale à tout le monde. Alors qu'il ferait bien de regarder la poutre qui est dans son œil. Et je lui dis, je crois que c'était à la fin de l'entretien, je lui dis, mais écoutez, dans cette affaire-là, vous êtes ce que l'on peut appeler une victime collatérale. Je n'ai rien contre vous, la querelle c'est entre Livernet et moi. Pour des raisons bien précises, que en principe vous devez connaître. Bon, ça c'est arrêté là, et le lendemain ou le surlendemain, je reçois donc cette lettre m'accusant d'avoir téléphoné à sa compagne. Donc c'est le contraire. Puis il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième, cinquième, je ne sais plus quoi. Et parmi ces messages, des trucs très curieux. Toujours avec en tête Livernet Johan, adressé à Philippe Poncardassac. Et alors là, il y avait de quoi être interpellé, vous le savez, puisque je vous ai communiqué les documents en question. Dont l'un particulièrement dérangeant quand même, puisque c'était Livernet lui-même qui faisait allusion à une querelle avec sa compagne. J'en ai rien à faire avec ça, moi. D'ailleurs, j'en ai pas parlé dans la réponse que j'ai faite. J'ai préféré évacuer cet aspect personnel. Et puis il y avait un autre, où, toujours signé Livernet adressé à Poncardassac, où c'était un texte visiblement adressé à son éditeur, M. Bruno Saglio, qui disait à peu près ceci, mon cher Bruno, dans celui-là aussi, il parlait de ses problèmes avec sa compagne, et il demandait à Saglio de mentionner son livre parmi les meilleures ventes de la maison d'édition, les éditions Salami. De quoi tout de même être surpris.
Alors, est-ce que l'Hivernet avait fait une faute de manipulation sur son ordinateur en m'envoyant un texte qui ne m'était pas destiné? Il y avait tout de même de quoi se poser des questions. Alors j'ai répondu là-dessus en disant, ah bon, en constatant la chose. Et puis ensuite, il y a eu des messages très curieux, et à un moment donné, on s'est tous dit d'ailleurs, puisqu'on a commenté la chose ensemble, on s'est tous dit, mais c'est à se demander s'il n'y a pas une tierce personne qui cherche à se servir de moi contre l'Hivernet, etc. Donc un méli-mélo invraisemblable. Bon, le dernier message que j'ai reçu de l'Hivernet en principe a été que, à nouveau, il m'accusait d'envoyer, alors c'était plus un coup de fil, c'est d'envoyer des messages d'arrêt à son dos à sa compagne, parce que je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, l'histoire. Je crois qu'à la suite de ma dernière réponse, il n'y a plus rien eu de nouveau, sauf que j'ai vu apparaître sur Facebook que Conversano venait à son secours. Alors là, je n'ai pas pu résister au plaisir de dire, ah bon, si Conversano arrive, ben, heureusement pour l'Hivernet, on a un truc dans ce coup-là. Et alors là, tous les trolls de la bande me sont tombés dessus jusqu'à aujourd'hui. J'avouerai vraiment, je croyais que j'ai pas autre chose à faire qu'avec ces crétins-là. Certains détracteurs vous reprochent comment arriver à une lutte sérieuse si vous éliminez tout le monde. Ben, j'inverse la question. Comment peut-on arriver à une lutte sérieuse si on s'allie avec tous ces trolls? Qu'est-ce qu'une ligne politique? Une ligne politique, c'est une ligne cohérente, dans la logique des principes que l'on veut descendre, bon ou mauvais. Une ligne cohérente, pas avec des gens qui tirent à lui et à dia dans toutes les directions. Quand il y a des tendances divergentes, et c'est ce que je reproche à Escada notamment, quand il invite les tendances les plus disparates possibles, qui sont hostiles entre elles, ça ne crée pas une force, ça crée une annulation de force. Et le seul bénéfice est financier, parce que comme ça, le petit Escada, Tintin belge, fait venir des gens de tous les horizons, et par ici les petits sous-sous des entrées. C'est le seul intérêt. Donc voilà ma réponse. Si on veut vraiment reconquérir notre pays, ce n'est que par une ligne claire, par une doctrine. Ça ne passe pas par des alliances avec des tendances différentes. Mais c'est le problème que l'on a vécu notamment avec le Front National. J'y étais, j'ai vu comment c'était. Et c'est pour ça que j'ai claqué la porte. En fait, ces utopies d'alliance la plus large possible ne servent qu'à ceux qui dirigent ces entreprises-là. Ce sont des entreprises ad hominem pour eux, pour leur portefeuille. Ce n'est pas un combat politique. Oui, surtout dans l'histoire des idées, on sait que la fusion des droites extrêmes, conservatrices et libérales, ça n'a jamais marché. À travers l'histoire, ça n'a jamais marché. Je ne sais plus quel est l'auteur, mais ça va peut-être me revenir. Mais en tout cas, j'ai eu donc le livre entre les mains. Non, c'était bien. J'étais à une conférence de cet auteur. Je crois que c'était brillamment démontré. L'union des droites est une pure utopie en France. Pure utopie. Et on peut avoir le bouquin pour 6 € chez Perrin Campus. Donc mais essayez de me retrouver le nom de l'auteur. Oui, ça va peut-être me revenir. Donc, c'est une donnée d'expérience, tout simplement. Non, je vous dis, c'est la seule utilité de ce genre de vision des choses, c'est ça fait rentrer l'argent dans les poches. Mais alors, est-ce que vous condamnez l'activité de tous ceux que vous éliminez, comme dit la critique? Est-ce que c'est déjà pas bien qu'ils fassent quelque chose qui parle du travail? Prenons par exemple le cas de Villard, que vous connaissez bien, et dont on a parlé encore tout récemment. Il a incontestablement apporté des choses intéressantes dans sa critique du mondialisme. Et entre autres choses, ce que je lui reproche, c'est sa vision que je ne comprends pas concernant Poutine. Et notamment le fameux texte où il cite en principe Poutine, qui parle d'une union supranationale de différents pays
pour constituer un groupement économique, etc. Bon, alors la question, est-ce que ce n'est pas une erreur de traduction? Parce que ce que Hillard dénonce là ne colle absolument pas avec l'action de Poutine. Est-ce qu'on peut croire, ou on pourrait croire, que Poutine accepterait de mettre la Russie qu'il a reconstituée, qui reprend l'héritage des tsars? Mais est-ce que tout ça annule son combat? Attendez. Est-ce qu'on peut imaginer que Poutine accepterait de mettre la Russie qu'il dirige aujourd'hui sur le même plan que les autres pays, les petites républiques de ceci, de cela? Non, ce que Poutine a voulu dire, à mon sens, c'est qu'il estimait que pour faire face au mondialisme américano-sioniste, il fallait une union politique et économique. C'est ça que ça veut dire. Et je pense que soit volontairement, soit involontairement, il y a eu une mauvaise traduction. Et vous connaissez la vieille formule, ça ne date pas d'aujourd'hui, traditore, tradutore, ou tradutore, traditore. Tradutore, le traducteur, traditore, celui qui trompe dans sa traduction. Volontairement ou pas. Mais est-ce que ça annule tout son travail, cette seule erreur? Non, pas du tout, mais d'où la réserve que je fais, vous savez très bien, je ne le critique pas dans tout, mais je pense qu'il est le meilleur exemple, justement. Comment voulez-vous prendre, comme Hillard le prône, Poutine pour un mondialiste, et quand on dit mondialiste, c'est dans la vision du mondialisme américano-sioniste d'aujourd'hui, quand on voit comment il a mis au pas les Rothschild chez lui, comment... étant intervenu en Syrie, il a dérangé les plans d'Israël, etc. Rappelez-vous la citation de la ministre juive israélienne de la justice, Shaked, Madame Shaked, disant à Poutine que s'il continuait comme ça, il mettait sa vie en danger. Je ne me rappelle plus la phrase exacte, mais je l'ai publiée textuelle et j'ai la référence. Qu'a fait le leader des Loubavitch en Russie, Barel Lazar, quand Poutine a envoyé ses missiles, S-3, je crois, ce sont les S-3. S-300, S-400? Oui, S-300, en Syrie, pour pouvoir répondre aux raids israéliens qui arrivaient à passer à travers les mailles de l'aviation syrienne pas tellement bien équipée. Depuis, il n'y a plus de raid israélien. Et puis à partir de là, le Barel Lazar, donc le chef des Loubavitch en Russie, a écrit des choses incendiaires sur Poutine. Et alors Hillard vient nous dire, et d'autres après lui, que Poutine est du dernier bien avec les Juifs. Il y a un petit problème là. Il y a une mauvaise lecture des faits. Ou alors ils ne lisent pas la presse. Ils sont embarqués dans une bulle et ils ne peuvent pas en sortir. Alors est-ce qu'il aurait mieux valu finalement qu'il reste chez lui, qu'il fasse rien, et que tous les autres là qu'on vient de citer depuis le début restent chez eux? Mais non, on leur demande simplement d'ouvrir les yeux sur la réalité. Je ne dénie pas le mérite du travail sur le mondialisme en général de Hillard. Simplement, je trouve que traiter Poutine de mondialisme me semble une ineptie totale et intégrale, qui ne sert que les mondialistes. Parce que ça détourne les gens de bonne volonté qui comprendraient que Poutine est tout de même un allié pour nous contre le mondialisme américano-sioniste. Je regrette beaucoup, il se tire une balle dans le pied. Donc il y a une annulation de son travail. Il fait des mais pas en total, oui, dans une certaine mesure, oui, il annule l'aspect positif un certain aspect positif de son travail. Et pourquoi a-t-il refusé jusqu'à présent le moindre débat avec moi? Et même Lucien Cerise, son collègue à EBR, l'a défoncé dans un article sur la question de Poutine. J'ai pas entendu qu'il... Mais bien sûr, je ne suis pas le seul. Tout de même, il y a tout de même un certain nombre de personnes lucides. Je ne vais pas me targuer d'être le seul, etc. Il y en a d'autres, heureusement. Que pensez-vous de la déclaration de Jean-Philippe Hupsch, grand maître du Grand Orient de France, disant « L'antisémitisme et l'antimaçonnisme relèvent d'un même phénomène.
Je dirais la même chose que si j'ai de la déclaration de BHL, il a totalement raison. Mais c'est un idiot, parce qu'il fait remarquer une chose que j'ai dénoncée dans mon livre « La maçonnerie », texte à l'appui, leur texte à l'appui, c'est que la maçonnerie découle du sémitisme. Du judaïsme, de la Kabbale. Ça passe une bêtise, il attire l'attention sur un fait. Mais il se révèle petit à petit. Eh non, mais c'est un bien. Non, mais comme on croit qu'ils sont très intelligents, bon, il y a une part d'intelligence chez eux, mais elle est tout de même limitée. Ce qui fait leur force, c'est leur force financière, donc politique. Mais si on décortique tout ce qu'ils écrivent, etc., ce sont des imbéciles, pour ne pas dire autre chose. Le rabbin Berland, condamné pour délinquance sexuelle, assure qu'il peut faire revenir à la vie les personnes déclarées en mort cérébrale pour environ 5 000 €. Que pensez-vous de ces techniques frauduleuses? Je dirais que c'est pas tout à fait un bienfaiteur de l'humanité, puisqu'il fait appel à l'argent des autres. Mais c'est curieux, ça rappelle encore une fois l'étrange appétence de cette communauté à l'argent. Alors donc, il y a tout de même deux choses intéressantes dans cette question. C'est d'une part les problèmes sexuels, j'ai bien entendu, Oui. et d'une part le problème de l'argent. L'argent. Et donc vous ne croyez pas à ces qualités de thaumaturge? Écoutez, quand je serai mort, on pourrait toujours essayer. Ça va être très cher, cette histoire. Vous faisiez pas ça dans votre clinique? Après tout, il m'a peut-être déjà ressuscité. Alors toujours dans la communauté hassidique, un documentaire réalisé par la juive Yolande Zoberman, il dénonce des agissements pédophiles. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce documentaire qui s'appelle M. Ces attaques ont-elles pour fondement le rejet du sionisme chez ces juifs orthodoxes? Comment se fait-il? Je pense que c'est une très bonne hypothèse, parce qu'effectivement, il y a une lutte de compréhension des textes juifs. Ceux qui pensent que le Messie va passer par le retour à la terre, justement, donc c'est la tendance sioniste, et puis la tendance, et on en a parlé, je crois que c'était lors du dernier entretien, non, je crois qu'on en a parlé, la tendance de très 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 nombreux rabbins qui disent mais pas du tout, l'État d'Israël gâche tout, l'État d'Israël est hérétique, ce n'est pas comme ça que le Messie va revenir. Donc je pense que l'hypothèse justement que c'est une attaque contre les sionistes, je suis tout à fait d'accord. Contre les non-sionistes, justement, parce que c'est chez les hassidiques, enfin le reportage attaque ces juifs orthodoxes. Ah oui, d'accord, donc j'avais compris. Donc attaque, oui, tout à fait. Oui. Ah non, mais c'est question attaque et contre-attaque, entre les deux en ce moment. Et alors d'un point de vue nationaliste français, peut-on les considérer comme nos amis ou bon, non. Sans être nos amis mais... Non, parce que les deux, fondamentalement, c'est toujours la même chose. Et le monde juif est divisé contre lui-même depuis toujours. Et aujourd'hui, ça n'a pas changé. Contre nous, ils sont toujours alliés. Donc, aucune illusion de ce côté-là. Quoi qu'en dise M. Zemmour, appuyé par M. Rissen, pour ne pas le nommer. Quels arguments apporter pour contrer le terme judéo-chrétien que l'on entend notamment au sein de la Nouvelle Droite? Oh, il n'y a pas que la Nouvelle Droite. Il n'y a pas que la Nouvelle Droite, chez les nationaux, chez les catholiques. Ah oui, ça fait bien. Bah, Bernard Anthony, le marin de Bernard Anthony, entre autres. Judéo-chrétien. Oui, mais chez lui, ça s'explique. Bah, lui, ça s'explique par ses origines, c'est évident. Mais n'empêche qu'il y a toute une bande de crétins, dits catholiques ou pas catholiques, nationaux ou autres, qui tombent dans le panneau. Alors, voyons ça d'un petit peu plus près. Quel est le problème? Le problème, c'est un certain Christ qui est venu, qui a laissé un message. Le problème, c'est que les Juifs n'ont pas accepté ce message. Ils l'ont crucifié parce que, pour eux, le Messie devait leur donner pouvoir sur le monde. Je me tue à le répéter quasiment à toutes les conférences. Bon, donc à partir de cela,
Ça a été le point de départ du Nouveau Testament. Qui dit Nouveau Testament dit que l'Ancien Testament est caduc. Que dit le prêtre lors de la consécration? En mémoire de la nouvelle alliance, nouvelle et éternelle. Nouvelle et éternelle. C'est clair. Alors, la civilisation occidentale, qu'est-elle? Elle est à la fois basée sur le message du Christ, la chrétienté, et à la fois sur l'enseignement des philosophes grecs, Aristote, Platon, etc. C'est ça le socle de notre civilisation européenne, occidentale. Pour ça que dire judéo-chrétienne, c'est un abus de langage, au moins, sinon une escroquerie intellectuelle. Et alors à quand remonte cette escroquerie? Parce que il me semble que c'est pas si... C'est assez récent finalement, judéo-chrétien. Bon, alors, oui. C'est récent, je suis incapable de remonter au tout début de cela. Mais en tout cas, on en a un début absolument bien marqué après Vatican II avec la déclaration Nostra Aetate. Donc, en fait, ça veut dire quoi? On évacue le Christ. C'est l'élément dérangeant. Ou alors on prend seulement l'aspect, on dit que le Christ étant juif. Voilà. Mais alors là, c'est une question qui m'a toujours amusé et interpellé. Parce que s'il était réellement d'origine juive, quelle preuve en a-t-on d'abord? Sa mère, Marie, était tout de même juive. Quelle preuve en a-t-on? Je sais pas. C'était en Palestine. Elle était peut-être palestinienne. Oui, mais de quelle confession? Ouais, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Arabes en Palestine. Il n'y avait pas de musulmans du tout, d'abord. Il y a peut-être des Cananéens. Oui. Oui. Les Nazaréens, ils étaient... Le bon Samaritain, il était quoi? Samaritain. Samaritains. Non, mais c'est pour dire, si on veut divaguer, on peut divaguer, hein, on peut s'amuser. Oui, mais même les Samaritains, Mais ça a été une branche du judaïsme. Bon, et à la limite, est-ce que le Christ n'est pas venu par humilité pour voir où en était le soi-disant peuple élu? Et pourtant, lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel le répute fils du roi David. Tout ça, alors, tout ce qui est biblique, tout ce qui est dans les récits des évangiles aussi, tout ça répond à une certaine littérature orientale. Ce qui nous est pas toujours facile à comprendre. Mais c'est une question qui restera une question jusqu'à la fin des temps. Mais à la limite, c'est pas ça qui est intéressant, on va pas faire... J'allais dire non, oui, c'est pas, même si le Christ, et sans doute l'est-il, il est juif, c'est quand même ce qu'il a apporté. Mais c'est ce que j'allais vous répondre, justement. On s'en contrefiche, qu'il soit juif, palestinien, ou quoi, sabbatéen, ou peu importe. Ce qui compte, c'est son message. Il y a ceux qui l'acceptent, ceux qui ne l'acceptent pas. Et justement, c'est pour ça que le monde juif ne l'a pas accepté. C'est que le nouveau peuple élu, à partir du Christ, devient tous ceux qui acceptent le message du Christ. Ce qui bannit définitivement ceux qui n'acceptent pas, dont les juifs. Vous pouvez dire que les juifs n'acceptant pas le Christ, désormais ils essayent de faire accepter le judaïsme par les chrétiens. Mais voilà, c'est une espèce de défense en leur défense. Ils judaïsent les chrétiens. Bien. Que dire du refus du pape aux fidèles d'embrasser sa bague? Je ne suis pas psychiatre, mais franchement, ce malheureux Français, je devrais dire plutôt un malheureux catholique d'aujourd'hui, d'avoir un pape comme lui. C'est absolu, j'ai vu la séquence. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Eric, c'est hallucinant. C'est gênant. On dirait un gamin qui s'amuse. C'est hallucinant. Non, touche pas à ma bille, C'est hallucinant. Mais, alors, certains ont voulu interpréter ça comme quoi ils ne voulaient pas qu'il soit déifié au travers du baisage de sa bague. Mais si c'est ça,
Mais il n'a pas compris que c'était Dieu, qu'à travers le baisement de sa bague, le pèlerin, le croyant, voulait honorer. C'est de l'orgueil, et il l'a encore. Parce que quand il sera mort, on continuera à faire ça sur le suivant. Bien sûr. Là encore, c'est de l'orgueil, parce qu'à travers cette fausse humilité, c'est son orgueil qui apparaît. Exactement. Surtout que c'est dû à sa fonction, pas à sa petite personne. Mais oui, qui disparaîtra, qui parlera encore dans ne serait-ce que 50 ans de François, ou alors pour dénoncer toutes ces hérésies. Mais non, il est hallucinant, vraiment. Il n'en rate pas une, vraiment, il n'en rate pas une. Il a l'air un peu de s'amuser quand il fait ça. Hop. Oui, non, je sais pas. Non, le pire, c'est que je crois qu'il ne s'amuse pas du tout. Non, c'est inhérent à sa personnalité. Il doit y avoir un fondement intellectuel, je pense, derrière. Certainement. Certainement. Brexit, où en est la sortie du Royaume-Uni? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'ai toujours la même hypothèse que j'ai déjà sortie, c'est que j'ai l'impression que nos amis, entre guillemets, hein, bien sûr, britanniques, font la pute. Ah bon? Vis-à-vis de l'Europe. Bah, ils essaient de faire monter les enchères. Je vais partir. Non, partez pas. Ah si, je vais partir. Bon, alors on discute. Ah ben non, ça commence à durer un peu de temps. Ah non, je vais partir. Qu'est-ce que tu me donnes? Marchand de tapis, hein. L'Orient, c'est pas nécessairement au Moyen-Orient ou au nord de l'Afrique, hein. Ça pourrait bien être sur les bords de la Tamise. D'accord, donc Albion racole. Ah non, mais ça n'est semblable. Écoutez, on verra ce que... Si jamais le Brexit passe en douceur avec l'Europe, il sera intéressant de voir ce que les Anglais ont obtenu. Parce qu'à mon avis, ma thèse est la bonne. Ils vont être les grands gagnants de cette histoire. Mais de toute façon, vous savez très bien que l'Angleterre étant au sein de la communauté européenne, elle bénéficie de choses dont les autres pays européens ne bénéficient pas. Ils ont déjà fait leur pute. À commencer par le livre qu'ils ont eu le droit de conserver. Ben, bien entendu. Oui, et puis ils conservent leur communauté d'États à travers le monde. Mais bien entendu. Ce sont quand même des résultats non. C'est pour ça que je ne crois pas me tromper de beaucoup. Hein. En fait, c'est en position de force pour nous aussi. C'est un jeu de dupes et un jeu de putes. Je dirais pas. À la limite, excusez-moi les putes. Hein. Oui, vous êtes plus honnêtes en général que certains politiques. Ils sont fidèles à eux-mêmes et à leur histoire. Ah, tout à fait. Tout au moins depuis l'influence protestante et juive à partir de Cromwell. Rappelez-vous le rappel que je fais de plus en plus souvent. L'Angleterre a commencé à... Bon, après tout, c'est quand même de bonne guerre qu'ils essaient de gratter des... C'est quoi? C'est de bonne guerre qu'ils essaient de gratter des trucs à droite à gauche. Je dirais que c'est de bonne guerre, oui, mais enfin, il ne faudrait pas en être dupe. Puis surtout, dans notre position. Quand vous avez la brochette des cloportes, là, Barnier, puis l'autre belge immonde, là, comment... Verhoff... oui... je sais plus trop quoi. Non. Verhofstadt. Et puis l'autre espèce d'éponge alcoolisée, Juncker. Tiens, à propos, oui, Juncker, l'alcoolique. Moi, j'en profiterais, hein. Je peux vous dire, si j'avais 100 face de moi, je me les payerais. Mais d'ailleurs, Orban, le Premier ministre hongrois, l'a moqué là-dessus. Et rappelez-vous comment ça a fait des vagues. Hein. Ah, comment il a osé s'attaquer à M. Juncker, etc. Et je voudrais en profiter pour citer un truc que j'ai vu passer tout dernièrement. C'est une déclaration de ce très cher Bruno Le Maire, qui refusait un référendum sur l'histoire de la privatisation des aéroports de Paris. Oui. Qui est en cours. Oui. Disant que c'était donner une arme aux populistes. Donc, encore une fois, la démocratie n'est bonne que si ça donne le résultat que ces messieurs qui nous gouvernent attendent. Donc, pourtant, un référendum, c'est on ne peut plus démocratique, que je sache. Ah ben non, parce qu'il y a un danger. Ça peut servir aux nationalistes.
même aux populistes. Donc on n'en parle pas. Le général de Lavarde a déclaré aux Algériens « Méfiez-vous de Bernard-Henri Lévy ». Qu'en pensez-vous? Eh bien, il a parfaitement compris le problème. Alors, il faut tout de même savoir que c'est un ancien responsable des services secrets français, militaires, qu'il connaît bien le problème, il l'a démontré d'ailleurs, c'est exactement ça. Ben, rappelez-vous, il y a des semaines, sinon des mois maintenant, que Bernard-Henri Lévy prône une intervention contre l'Algérie. Il veut refaire ce qui a été si bien fait contre la Libye, avec les beaux résultats que l'on connaît. Donc de l'avoir, il y a heureusement quand même un certain nombre de hauts militaires français qui sauvent l'honneur de l'armée en général. Alors là-bas, bien de cela, parce que ces hauts responsables, ils brillent par leur absence ou par leur lâcheté. Et donc vraiment, j'applaudis ce qu'il a dit, c'est tout à fait ça. Donc, et c'est l'éternelle politique sioniste et américano-sioniste et de leurs alliés. Quand il y a un pays arabe, et pas simplement arabe, mais notamment arabe en l'occurrence, qui peut être un danger pour Israël par son unité, il faut la faire éclater. L'Irak, la tentative contre la Syrie, les tentatives antérieures contre le Liban, aussi, bon, c'était pas un danger, mais enfin tout de même, le Liban est un point central, donc il était important de l'affaiblir, la Libye, l'Équateur, et l'Algérie. le Venezuela, non? Alors, bon, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose, mais ça, oui, vous avez raison. Mais là, ça fait partie des intérêts économiques américano-sionistes, on tombe toujours là-dedans. Mais là, en ce qui concerne l'Algérie, la Libye et compagnie, c'est un problème régional de danger local pour Israël. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande, l'Australien Brenton Tarrant tue une cinquantaine de musulmans dans une mosquée. Comment analysez-vous cet attentat? Alors, c'est très curieux comme histoire, ça. Alors, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Premièrement, le nom de la ville où cela s'est passé. Christchurch, donc là, l'église du Christ. Donc, cette tuerie semblerait indiquer qu'elle a eu lieu au nom du Christ contre les musulmans. C'est ce qu'on appelle une provocation. Deuxièmement, ça rappelle étrangement le truc avec, comme il s'appelait déjà le Norvégien, oui, exactement, qui lui aussi avait voulu faire un massacre, d'ailleurs ça a été pas mal fait comme résultat. Et qu'est-ce qu'alors, extrémistes de droite, etc., nous disait-on. Et qu'est-ce que l'on a appris par la suite? Ah ben il était franc-maçon. Mais ça, on est sûr puisqu'on a des photos de lui en grande tenue d'apparat maçonnique. Bon. Donc il y a de quoi tout de même se poser quelques questions sur cet attentat de Christchurch. Enfin, celui qui était en tenue et maçon et en tenue maçonnique, c'était Breivik. Oui, c'était Breivik. Oui, on revient sur Brenton Tarrant. Mais vous allez voir tout de même les connotations qu'il peut y avoir avec cette histoire de Christchurch. On allait apprendre que l'auteur de la tuerie de Christchurch avait été, il y a, je ne sais plus, pas longtemps, en Israël. Ah bon, qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas? Curieux. Et puis, on allait apprendre que tout à fait fortuitement, il y avait eu, à la suite d'un accident de chantier, une camionnette, vous savez, ce genre de camionnette dans lequel, bourré d'appareils, d'écoute, dans lequel se trouvaient 4 Israéliens qui espionnaient. Ils espionnaient quoi? Ou ils faisaient quoi? L'un d'entre eux est mort, et les 3 autres sont empressés de déguerpir et de rentrer en Israël. Alors ça, plus ça, plus ça, plus ça, que veut dire cet attentat de Christchurch? Eh bien, je le cite d'ailleurs dans le prochain numéro de la politique, qui commence déjà à se bâtir. Il y a un... Je ne sais pas si j'ai déjà là les notes à ce sujet-là.
Tant qu'à faire, autant donner les sources directement. Il avait voyagé en Turquie aussi, je crois. Anton Tarrant. Je crois que c'est ça, oui. Oui, donc, je reprends ce que j'ai déjà dit en partie. Il a séjourné en Israël pendant 9 jours en 2016. C'est pas très vieux. 9 jours, tout de même, il y a de quoi faire. Et donc, ce séjour me rappelle étrangement ce qui s'est passé avec Mohamed Merah, qui lui aussi était allé en Israël peu de temps avant. Or, Mohamed Merah, et c'est encore plus curieux, rappelez-vous ce que l'on avait dit à l'époque, et notamment dans la politique, Mohamed Merah, qui était tout de même un agent de la DCRI, de Squarcini, nommé par Sarkozy. C'est de même curieux. Donc les attentats c'était Montauban et Toulouse, je crois, tout de même à voir avec un éclairage un peu différent de ce qu'on nous a dit. Et alors, il faut savoir aussi que tout dernièrement, la chaîne Memri, l'Observatoire du Moyen-Orient, du 18 mars, reproduisait les déclarations du sociologue qatari, Abdul Aziz Al-Ansari, qui soutenait que les Juifs étaient à l'origine du massacre de musulmans en Nouvelle-Zélande, leur objectif étant de créer la discorde entre musulmans et chrétiens. D'où l'éternelle question, à qui profite le crime? Donc voilà. Voilà, plus ce que j'ai dit tout à l'heure pour répondre en partie à la question de mémoire. Donc nos amis musulmans semblent avoir mieux compris, enfin nos amis entre guillemets. Vous l'avez dit, bien, vous l'avez dit. Certains musulmans sont beaucoup plus perspicaces qu'un certain nombre de chrétiens vis-à-vis des manipulations qui nous poussent dans les bras d'Israël. Est-ce que c'est ce qu'on appelle Gog et Magog? Non, c'est pas ça qu'ils appellent pousser l'Occident contre l'Orient? Oui, c'est ça. Ben, c'est la guerre des mondes. La guerre des mondes, ou le nom d'une de mes conférences d'ailleurs. Ouais. Trump reconnaît la pleine souveraineté d'Israël sur le Golan. Comment ne pas voir qu'il est aux ordres de l'État hébreu? Et quelles en seront les conséquences diplomatiques? Bon, alors je commencerai par dire de quoi se mêle-t-il, de quel droit? En quoi cela le concerne-t-il? Et c'est ce qui me frappe avec Trump comme avec d'autres, justement, c'est que ces gens, pour exister ou pour se maintenir au pouvoir, s'aplatissent devant Israël, devant le sionisme. Pensez-le. C'est évident. Et rappelez-vous, quand au tout début, lors de la campagne électorale de Trump, vous me posiez la question, qu'est-ce que vous pensez de Trump? Rappelez-vous ce que j'avais répondu. Je suis pourtant pas Madame Soleil. Simplement, je sais lire. Quand je vois certaines déclarations, quand je vois qui appuie qui, je me dis, il y a un petit problème là. Donc voilà la démonstration. Alors, sur le plan diplomatique, qu'est-ce que cela pourrait avoir? Ben, cela pourra avoir que il est évident que si Israël essaye de mettre la main sur le Golan, il va y avoir des ripostes des Syriens et très certainement des Russes, du Hezbollah et compagnie, et de l'Iran. D'ailleurs, les Syriens pourraient reconnaître, eux, le Nouveau-Mexique comme souveraineté du Mexique. Alors, je ne sais plus qui aussi, à propos du problème juif mondial et éternel, pourquoi est-ce que M. Trump, qui est si bien avec la communauté juive, ne leur offre pas la Caroline du Nord et la Caroline du Sud pour s'installer? Oui. Alors, selon Russia Today, du 2 avril dernier, l'État hébreu et l'ONU ont organisé un accord prévoyant le transfert de plus de 16 000 migrants africains vers des pays occidentaux, dont l'Allemagne. Quelle en est la cause? Alors, la cause est déjà, date tout de même de quelques mois au moins, c'est qu'Israël voulait les expulser comme ça, dehors.
Alors ça fait un scandale dans les milieux pro-immigrationnistes, qui ont tout de même estimé que même si c'était Israël qui faisait ça, c'était pas bien. Donc les Israéliens petits malins sont allés demander l'aide de l'ONU pour trouver un accommodement. Et l'accommodement va se faire sur notre dos, c'est-à-dire qu'au lieu que ces immigrés, ce sont des Noirs d'ailleurs, je crois, je ne sais pas de quelle origine. Des Africains, Des Africains, je suppose. Eh bien, on va les envoyer chez nous, encore un peu plus. Oui, il y a encore beaucoup de place. Voilà. Un expert de l'ONU accuse Israël de priver les Palestiniens d'eau potable. Votre analyse? C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Périodiquement, c'est toujours la tactique hypocrite d'Israël, c'est priver les Palestiniens de tous les moyens de subsistance possibles et imaginables, d'électricité, d'alimentation, d'eau, leur coupant leurs arbres, etc., ou les dévitalisant en balançant par voie aérienne des substances dévitalisantes, pousser les Palestiniens dehors, pour prendre leur terre. Et tout cela avec l'assentiment silencieux et complice de l'Occident, de la morale internationale. Justement, à travers ces deux questions, la morale internationale, donc l'ONU, on peut se demander comment se fait-il, dans un premier temps, elle accuse Israël de priver les Palestiniens, mais d'un autre côté, elle semble marcher en accord avec eux pour nous envoyer des migrants. Est-ce que je veux dire, quel jeu joue l'ONU à travers... Ben, c'est un petit peu le jeu selon on dirait les jours, ou selon les sujets. Parce qu'il y a certains moments où l'ONU joue tout à fait contre Israël en faveur des Palestiniens, et d'autres où c'est vraiment très bizarre. Et puis ça dépend aussi de la pression mise par les États-Unis. Et l'ultime question concerne Bolsonaro qui s'est affiché au mur des lamentations en compagnie de Netanyahou. Un aveu de soumission qui vous donne raison également sur le personnage. Je dirais pas bêtement, je l'avais bien dit, mais c'est évident que Bolsonaro, c'est le Trump brésilien. Tout simplement, et il est arrivé, alors il faut voir aussi quel est le personnage, rappelez-vous ce que j'en ai déjà dit. Il est franc-maçon, proche du Mossad. Oui, donc voilà. Donc, vous savez, quand on prend tout de même le temps de lire, de s'informer, on n'est pas dupe. Il suffit de lire. Il suffit de savoir lire, de voir et de savoir interpréter. La politique, c'est comme un puzzle. Vous voyez une nouvelle qui arrive, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous avez une pièce qui est là, puis il y a une autre information qui arrive, tiens, c'est une autre pièce, puis une autre, et puis une autre, puis une autre. Vous essayez de les assembler, puis à un moment donné, si vous savez... c'est un puzzle à faire. C'est un puzzle, si vous arrivez à assembler les pièces, ben vous avez l'explication de ces informations qui apparemment pourraient être incompréhensibles, séparées les unes des autres. C'est assez, je dis, c'est passionnant, ça me passionne. C'est-à-dire qu'on est, à notre époque, tout de même noyé dans un flux d'informations qui fait qu'on exactement. a du mal à... Alors, il y a les informations importantes qu'il faut cerner, et puis il y a les autres qui n'ont pas franchement d'importance, ou qui sont faites simplement pour détourner l'attention de l'information principale. Ils vont noyer le poisson. Très bien. Diane, vous avez tout compris, comme d'habitude. Bon, voilà. Non, mais vraiment, je suis vraiment très fier de vous avoir tous, parce que, bon, par moi-même, je peux déjà faire évidemment pas mal de choses, mais si j'avais pas votre aide, votre soutien, votre collaboration à tous et à toutes, je n'irais pas aussi loin que j'arrive aujourd'hui, comme le faisait remarquer Eric, justement, avec les dizaines de milliers de personnes, et à chaque fois, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est ce qui rend furieux les autres de nos milieux. C'est une équipe et un travail qui progresse. Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, merci Monsieur Ploncard-Lassac. Merci à vous Diane, merci à Eric qui n'est plus là, et puis merci à tous ceux, merci à Delphine dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait du très bon travail. Voilà, eh bien, au mois prochain. Au mois prochain.
Alors, monsieur Concardassac, vous aviez 2 annonces à faire. Oui, j'ai 2 annonces à faire. Premièrement, une chose qui commence à devenir de même un peu dérangeante, c'est le nombre de retours de notre lettre d'information à la politique. Alors, il y a deux aspects à cela, soit le retour pur et simple avec des mentions n'habite pas à l'adresse indiquée, alors qu'on sait parfaitement que les gens sont bien à cette adresse-là, et que d'ailleurs, un mois ils reçoivent, et l'autre mois ils ne reçoivent pas. Donc là, on peut dire que c'est la désorganisation de la Poste qui va avec la situation générale en France. Le problème, c'est que ça augmente, ça augmente, ça augmente. Donc ce que je voudrais faire savoir aujourd'hui, c'est que ceux auxquels cela arrive, qu'ils daignent aller à leur poste protester contre la perte de courrier. On ne va pas s'amuser à renvoyer des numéros de la politique qui ne sont pas arrivés. Si cela devait continuer comme ça, on serait obligé de passer un certain nombre d'abonnements en PDF. Ce que je sais qu'il ne plaît pas en général parce que les gens aiment bien avoir le papier. Donc il y a un problème là, et je demande à ceux qui m'écouteront de participer à contrer ce problème. Donc qu'ils aillent trouver leur poste en disant « j'ai un problème avec mon courrier ». Et la deuxième annonce que je voulais faire, c'est à propos de ce que la plupart d'entre vous savent maintenant, c'est qu'un certain nombre de mes conférences ont été interdites, notamment celle de novembre et celle de décembre. Et qu'en réponse, nous avons édité ces 2 conférences sur DVD. Donc tout un chacun peut se servir de ces DVD, il y aura d'autres titres aussi, sur les sujets les plus importants. Cela doit servir à la fois à contrer le sabotage dont nous sommes victimes, et à la fois servir aux cercles nationalistes dans leur formation, dans leurs activités de formation. Le prix de chaque DVD est de 15 €, plus le port. Sauf évidemment si les personnes les prennent lorsque je viens donner des conférences à Paris ou ailleurs. Donc voilà, donc pour l'instant les 2 premières sur la judaïsation de la France et sur la zémorisation de nos milieux, vous pouvez les avoir en DVD.